divergents sur l'histoire du colonialisme français. La période coloniale française s'étend sur plus de 300 ans, du XVIIe au XXe siècle. Évidemment, comme la plupart des pays européens ayant une frontière importante avec l'Atlantique, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Hollande, la France se lance dans l'aventure maritime lointaine dès le XVIe siècle. Mais peut-on parler véritablement de colonialisme à cette époque? Les quelques milliers d'hommes débarqués sur différents rivages de l'Amérique et de l'Inde, cette destination ne concerne quasiment que les Portugais au XVIe siècle, ne constituent que des comptoirs de commerce qui se maintiennent parfois difficilement, plus à cause de l'incommodité de leurs installations qu'à l'agressivité des autochtones. Et d'abord, qu'appelle-t-on colonialisme? La définition la plus simple nous vient de l'Encyclopédie Universalis en politique, doctrine, d'occupation et de domination de territoires étrangers. Eh bien, si l'on s'en tient à cela, l'esprit colonial des Français, comme celui des Anglais et des Espagnols d'ailleurs, apparaît beaucoup plus ancien puisque ces pays pratiquent une telle politique d'invasion depuis le haut Moyen-Âge à l'encontre des pays voisins européens, constituant pourtant des États indépendants qui n'ont pas demandé à devenir français, anglais ou espagnols. Citons pour l'exemple, mais ils ne sont pas les seuls, la Bretagne, l'Occitanie pour la France, l'Écosse et le Pays de Galles pour l'Angleterre, la Catalogne et l'Andalousie pour l'Espagne. Territoires toujours occupés aujourd'hui si on se réfère à la définition précitée. Malheureusement, beaucoup de ceux qui accusent le colonialisme européen ne veulent pas voir ce colonialisme-là. Ne nous y attardons pas, ce n'est pas là l'objet de mon propos d'aujourd'hui. Le colonialisme dont il est question ici, c'est celui des États conquérants du XIXe siècle, et particulièrement de l'Angleterre et de la France. N'oublions pas que ces deux pays ont réussi à s'emparer puis à dominer en quelques dizaines d'années chacun plus d'un quart des terres habitées de la planète. Ce furent l'Empire colonial anglais et l'Empire colonial français. N'oublions pas aussi qu'à la même époque, les Blancs des USA exterminaient ce qui restait des peaux-rouges. Les westerns, même très romancés, ont au moins un avantage, c'est d'avoir permis de mettre cela en image. Une certaine forme de repentance mémorielle, donc, que n'a toujours pas su faire Paris après ses exactions révolutionnaires en Vendée et en Bretagne notamment. Alors l'esclavage des Noirs, aboli dans les colonies anglaises en 1834 et dans les colonies françaises en 1848, mais seulement en 1865 aux États-Unis et même en 1888 au Brésil, fut remplacé par l'engagisme ou le travail forcé, ce qui ne valait guère mieux pour la condition des malheureux indigènes. Notons au passage qu'un des tout premiers pays à abolir l'esclavage fut le Mexique en 1813, 2 ans après son entrée en rébellion contre l'Espagne. Sa guerre pour l'indépendance durera pourtant 10 ans, jusqu'en 1821. Donc, dans l'esprit de beaucoup d'intellectuels dits de gauche, la seule vision du colonialisme dont ils veulent entendre parler, c'est celle de la domination des Blancs sur les Noirs. Cette vision-là est loin d'être partagée par l'historien africaniste de droite Bernard Lugan. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1982, portait sur le monde rural de l'ancien Rwanda. Depuis, à de nombreuses reprises, Lugan s'est vu accusé par des universitaires de gauche de promouvoir des idées pro-colonialistes. Mais cet historien-là, né au Maroc en 1946 d'un père français officier de marine, n'a pas vécu la colonisation en Afrique noire,
puisqu'il a passé toute son adolescence et sa jeunesse à Paris et ne débarque au Rwanda qu'en 1972. Bon, il n'est pas dans mon intention de prendre parti pour ou contre lui, mais son discours actuel me paraît pourtant intéressant. Et voilà ce qu'il dit par exemple. Attention à l'ethno-enfermement. La science historique ne doit pas être idéologique, elle n'a pas de place pour le mouvement des décoloniaux ou celui des indigénistes. Alors je vais faire ici une courte parenthèse concernant ces deux mouvements. Les décoloniaux sont des militants de couleur, se disant antiracistes, mais qui refusent que des blancs, n'importe quel blanc, se joignent à leur mouvement, sous prétexte que ces derniers sont toujours responsables du colonialisme français dont ils se disent victimes. L'UNEF doit donc avoir de nombreux décoloniaux dans ses rangs, enfin, nombreux par rapport à ce qu'il en reste de ce syndicat étudiant. Quant aux indigénistes, ils appartiennent à un nouveau parti politique, les indigènes de la République, considérant que les discriminations raciales en France sont omniprésentes jusque dans les structures mêmes de l'État à cause de son passé colonial. Pour eux, selon leur propre devise, la France a été un État colonial, elle reste un État colonial. Bon, le slogan est discutable et même presque tolérable. Chacun ayant droit de penser ce qu'il veut de l'État français, souvent accusé de néocolonialisme en Afrique. La France-Afrique, ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression. Malheureusement, les indigénistes sont aujourd'hui accusés par de nombreuses sources, y compris de gauche, d'avoir des tendances racialistes, islamo-gauchistes, communautaristes radicales. Bernard Lugan, très sarcastique à leur égard, n'hésite pas à déclarer dans quelques débats télévisés que ces organisations risquent bien de connaître un jour des convulsions atomiques entre Noirs et Arabes. Pour l'heure, ils apparaissent solidaires, dit-il, dans leur haine du blanc. Mais les Arabes ne doivent pas oublier qu'ils sont pour la plupart de peau blanche et que leurs ascendants furent les premiers organisateurs de la traite arabo-musulmane. Traite des Noirs, bien sûr. Et là encore, il n'a pas totalement tort. Mais je le redis, je ne suis pas le défenseur, ni même le partisan de Lugan. Il n'a d'ailleurs pas besoin de moi pour ça. L'historien Claude Bavoux, qui a exercé dans beaucoup de pays, le dernier en date étant Madagascar, et qui se dit lui-même un allogène, c'est-à-dire appartenant à un groupe installé depuis moins de temps que les autres dans la Grande Île, par opposition aux indigènes malgaches, apparaît beaucoup plus nuancé dans sa vision de la colonisation en Afrique. Dans un de ses derniers articles intitulé « Le cliché vernaculaire colonial à Madagascar entre 1897 et 1940 », il témoigne que la force brutale française empêche les Malgaches de s'exprimer. Mais il constate aussi que l'allogène est sclérosé tant le pouvoir colonial agit en éteignoir de la pensée. Veut-il dire par là que l'Européen qui aurait voulu s'enraciner dans la société malgache n'osait pas affronter les nouveaux arrivants conquérants? Il écrit aussi que les colons français découvrent une liberté qu'ils n'avaient pas chez eux, c'est-à-dire en France métropolitaine, libérés des contraintes familiales et des obligations des sociétés étroites dans lesquelles ils avaient coutume de vivre. Il semble donc qu'à Madagascar, après la mise en place de l'administration française, au début du XXe siècle, la société se répartit en trois ordres, celui des dirigeants militaristes français, une poignée d'individus, pour la plupart assez brutaux, voire criminels, celui des nouveaux colons fraîchement débarqués, quelques dizaines de milliers de profiteurs, certains assez naïfs, et celui des indigènes, environ 2 millions de soumis, dont une majorité n'accepte pas le pouvoir colonial. Alors j'espère, en disant tout ça, ne pas trahir la pensée de mon ami Claude Bavoux.
Bref, pour moi, en histoire de la colonisation française, tout ne peut être tout noir ou tout blanc. À noter quand même que les plus fervents anti-esclavagistes et plus tard anticolonialistes étaient des blancs. Le créole réunionnais Lecomte de Lille était bien blanc, de mère bourbonnaise, mais de père breton de surcroît. C'est lui qui lança à Paris le manifeste pour soutenir l'abolition de l'esclavage par la République de 1848. Les autorités politiques de la Réunion et sa propre famille lui coupèrent toute ressource à cause de ça, et il vécut alors dans une grande indigence. Autre figure nationale et même internationale de l'anticolonialisme, c'est le révérend père Francis Aupier, missionnaire en Afrique noire au début du XXe siècle, qui était bien blanc lui aussi, né en Bretagne dans le pays nantais. La Bretagne, considérée par la France comme une colonie française, générait donc d'ardents anticolonialistes. C'est lui, le père Aupier, qui dénonça le plus vigoureusement et publiquement le travail forcé dans les colonies. Il le fit même dans un discours à l'inauguration de l'exposition coloniale internationale de 1931, devant les membres les plus éminents du gouvernement français. Il fallait oser. Ça lui a coûté cher. Il fut démis immédiatement de ses responsabilités religieuses et réduit au silence à la demande du président de la République de l'époque, Gaston Doumergue. Les Noirs du Bénin lui en gardèrent une grande reconnaissance puisqu'ils l'élirent député en 1945. Malheureusement, il mourut peu de temps après sans avoir pu siéger à l'Assemblée nationale. Les circonstances troubles de sa mort restent inexpliquées. Alors bien entendu, il y a aussi eu des Noirs pour s'opposer à l'état d'esprit colonial, pour ne citer que les plus célèbres, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire par exemple. Mais ceux-là occupaient quand même des postes électifs en France, députés et même ministres pour le premier, qui les préservaient des coups sournois qu'auraient pu leur porter les adeptes du temps béni des colonies.